25 juillet 1944, 14h32, au-dessus du ciel allemand, altitude 7600 mètres. Le chef d'escadron britannique James MacArthur serrait fermement le manche de sa Spitfire Mk9. Le soleil était haut, l'air était raréfié. Sa main ne tremblait pas encore. Il avait déjà abattu 43 appareils ennemis. C'était l'un des meilleurs pilotes de la Royal Air Force. Il connaissait chaque virage, chaque astuce, chaque faiblesse des avions de chasse allemands. Il avait vaincu des Bf-109 et des Fw-190, des dizaines de fois. Il se sentait en sécurité, il se sentait supérieur. Puis, il l'a vu, une ombre argentée, pas d'hélice, pas de bruit de moteur, seulement un sifflement aigu et perçant. L'engin ne volait pas. Il fendait le ciel comme un projectile, 870 km/h. MacArthur n'avait jamais rien vu de pareil. Sa Spitfire atteignait au maximum 650 km/h, en piqué, à plein régime. Cet appareil allemand volait à l'horizontale, sans effort, comme si les lois de la physique avaient été réécrites. Le Messerschmitt, Me 262, venait d'entrer en scène. MacArthur tenta de le suivre. Il poussa la manette des gaz à fond. Le moteur Rolls-Royce Merlin hurla. La Spitfire vibra. Il gagna 20 km/h, peut-être 30. Le Me 262 disparut. Simplement disparut. Comme s'il n'avait jamais existé. MacArthur écrivit plus tard dans son journal de bord « J'avais l'impression d'être un cavalier poursuivant une automobile, un sentiment de désespoir total. » Et il n'était pas le seul. Tout au long de l'année 1944 et 1945, des pilotes britanniques, américains et soviétiques rapportèrent la même expérience. Une rencontre avec le Me 262 ne signifiait pas un combat aérien. Cela signifiait la fuite ou la mort. Les chasseurs à réaction allemands abattaient les bombardiers alliés comme des pigeons d'argile. Les équipages des B-17 les surnommaient les spectres argentés, impossibles à atteindre, impossibles à fuir. Les Alliés avaient un problème technique, un problème qui aurait pu changer le cours de la guerre si le Me 262 avait été produit en masse plus tôt. Après la guerre, la Royal Air Force se vit confier une mission secrète. Nom de code, opération chirurgien. L'objectif était simple, trouver chaque Me 262, interroger chaque ingénieur, sécuriser chaque plan, voler chaque secret. Ils l'ont fait, et l'aviation britannique ne fut plus jamais la même. Le Me 262 n'était pas seulement un avion, c'était un bond en avant. Une révolution. Son développement avait commencé en 1938, à l'époque où le monde croyait encore aux avions à hélice. La société Messerschmitt AG avait une vision, un avion de chasse sans hélice, propulsé par des moteurs à réaction. L'idée semblait absurde. Des ingénieurs du monde entier avaient travaillé sur des moteurs à réaction. Personne n'y était parvenu. Les températures étaient trop élevées, les matériaux trop faibles, l'efficacité trop faible. Mais les ingénieurs allemands avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. La précision, la discipline et la pression de la guerre. La turbine Junkers Jumo 004 était le cœur du Me 262, un turbo-réacteur axial, 8 étages de compression, 870 tours par minute. Poussé, 900 kg au démarrage. La chambre de combustion atteignait des températures supérieures à 1000 degrés Celsius. Le matériau devait être composé d'alliages spéciaux de chrome, de nickel et de molybdène. Les Allemands développèrent ces alliages dans un contexte de pénurie extrême de ressources. Ils remplacèrent le nickel par du fer là où c'était possible. Ils optimisèrent chaque millimètre. Le résultat ? Le premier moteur à réaction produit en masse de l'histoire. Le Me 262 avait 2 de ces moteurs, montés sous les ailes. Le design était élégant, le nez était lisse, les ailes légèrement en flèche, le fuselage aérodynamiquement parfait.
Chaque ligne servait un objectif, la vitesse. L'appareil pesait 3800 kg à vide, 6400 kg à pleine charge. Envergure, 12,5 mètres. Longueur, 10,6 mètres. Armement, 4 canons MK 108 de 30 mm. Chaque canon tirait 650 coups par minute. Une seule salve pouvait désintégrer un bombardier quadrimoteur. Les pilotes américains de B-17 craignaient ces canons plus que tout au monde. Un seul coup suffisait. Le plafond pratique du Me-262 était de 11 450 mètres, plus haut que la plupart des chasseurs alliés ne pouvaient monter. La vitesse ascensionnelle était de 1200 mètres par minute. Une Spitfire mettait 2 fois plus de temps. L'autonomie était de 1050 km, assez pour pénétrer profondément en territoire ennemi et revenir. Mais la véritable supériorité résidait dans la vitesse. 870 km par heure en vol horizontal. C'était 200 à 300 km par heure, plus vite que n'importe quel chasseur allié. Le Me-262 pouvait attaquer quand il le voulait et fuir quand il le voulait. Le pilote avait un contrôle tactique absolu. Il pouvait chasser ses adversaires ou les ignorer. Les pilotes alliés ne pouvaient que réagir. Et souvent, cela ne suffisait pas. La première destruction documentée d'un Me-262 eut lieu le 28 août 1944. Un pilote américain de P-47 Thunderbolt, le major Joseph Myers, surprit un Me-262 en phase d'atterrissage. À ce moment-là, l'appareil allemand était vulnérable, lent. Les turbines tournaient à faible régime. Myers tira. Le Me-262 s'écrasa. C'était la seule possibilité, surprendre le Me-262 au sol ou au décollage. En combat aérien, il était invaincu. Les Alliés développèrent des tactiques spéciales. Ils patrouillaient au-dessus des aérodromes allemands. Ils attendaient, pendant des heures, jusqu'à ce qu'un Me-262 décolle ou atterrisse. Puis, ils attaquaient. Parfois, cela fonctionnait. Souvent, non. Les Allemands installèrent des positions de flak autour de leur base de chasseurs à réaction. Chaque approche se transformait en piège mortel. Le Me-262 avait cependant des faiblesses. Les turbines étaient fragiles. Elles ne duraient que 25 heures de fonctionnement. Ensuite, elles devaient être remplacées. La fabrication était complexe. L'Allemagne n'avait pas assez de ressources, pas assez de temps. La production commença trop tard. Ce n'est qu'en 1944 que les Me-262 sortirent des chaînes de montage en grand nombre. À ce moment-là, la guerre était déjà perdue. Mais son influence était indéniable. Les Britanniques le savaient. Ils voyaient le Me-262 comme l'avenir de l'aviation, l'avenir de la guerre. Ils devaient avoir cette technologie, quoi qu'il en coûte. En avril 1945, l'opération Chirurgien commença. Des équipes spéciales britanniques suivirent les troupes alliées en progression. Ils avaient des listes de noms, des listes de lieux. Où se trouvaient les sites de production du Me-262? Où étaient les ingénieurs? Où étaient les prototypes? Ils trouvèrent les usines Messerschmitt à Oberammergau, en Bavière, partiellement détruites, mais pas complètement. Dans des bunkers souterrains étaient stockés des plans, des dessins techniques, des spécifications de matériaux, des données d'essai. Tout ce dont les Britanniques avaient besoin. Ils trouvèrent aussi les ingénieurs. Beaucoup avaient tenté de fuir, certains en Suisse, d'autres dans la clandestinité. La plupart furent retrouvés et interrogés, pas comme des criminels de guerre, mais comme des experts, comme des professeurs. Les Britanniques transportèrent plusieurs Me-262 complets en Angleterre. Ils la démontèrent, pièce par pièce. Chaque vis fut catalogué, chaque soudure analysée. Chaque traitement de surface examiné, le Royal Aircraft Establishment de Farnborough devint le foyer de ces machines allemandes. Les pilotes d'essai britanniques pilotèrent le Me-262, encore et encore.
Ils notèrent chaque réaction, chaque caractéristique. Comment réagissait-il dans les virages serrés? Comment se comportait-il à haute altitude? Quelle était sa stabilité à haute vitesse? Les réponses dépassèrent toutes les attentes. Un pilote d'essai britannique, le chef d'escadron Hugh Wilson, écrivit après son premier vol « Cette machine rend obsolète tout ce que nous avons. Nous avons un retard technique de 5 ans, au minimum. » Le gouvernement britannique donna son feu vert. Ils lancèrent plusieurs projets. Le plus ambitieux était le Gloster Meteor. Le Meteor était le premier avion à réaction opérationnelle de Grande-Bretagne. Il vola pour la première fois en mars 1943. Mais il était plus lent que le Me-262, moins maniable, moins efficace. Après la guerre, le Météore fut entièrement remanié. Les ingénieurs intégrèrent les connaissances issues de l'analyse du Me-262. Les ailes furent redessinées, légèrement en flèche. Comme sur le Me-262, les moteurs furent améliorés en se basant sur les principes du Junkers Jumo 004. L'aérodynamique fut optimisée. Chaque ligne suivait des modèles allemands. Le résultat, le Gloster Meteor F8, vitesse maximale, 965 km/h, plus rapide que le Me-262. La première machine britannique a dépassé le standard allemand. Mais ce n'était que le début. Les Britanniques développèrent d'autres avions à réaction. Le de Havilland Vampire, le Hawker Hunter, l'English Electric Lightning. Chacune de ces machines portait l'ADN du Me-262, les ailes en flèche, le positionnement des moteurs, l'ergonomie du cockpit. Tout était basé sur la recherche allemande. La technologie des turbines était particulièrement importante. Le Junkers Jumo 004 avait montré que les turboréacteurs axiaux pouvaient fonctionner. Les Britanniques développèrent leur propre version, le Rolls-Royce Néné, le de Havilland Ghost. Ces moteurs étaient plus puissants que les originaux allemands, mais le principe de base resta le même. Des entreprises britanniques comme Rolls-Royce devinrent des leaders mondiaux dans la technologie des turbines. Jusqu'à aujourd'hui, tout commença avec l'évaluation systématique du travail d'ingénierie allemand. Mais alors, les Alliés découvrirent quelque chose qui leur glaça le sang. Le Me-262 n'était pas la fin, c'était le début. Dans les usines Messerschmitt, les Britanniques trouvèrent des plans pour des modèles successeurs. Le Me-262 HG3, une conception à aile en flèche avec une flèche de 35 degrés, vitesse maximale théorique, 1000 km/h. Au-delà de la vitesse du son, les Allemands avaient déjà expérimenté le vol supersonique. D'autres documents montrèrent des plans pour des chasseurs à raquettes. Le Messerschmitt Me-163 Comet était déjà en service. Un avion d'interception propulsé par une raquette, vitesse maximale, 955 km/h, taux de montée, 4900 mètres par minute. Cette machine pouvait atteindre 10 000 mètres en 3 minutes. Une formation de B-17 n'avait aucune chance. Les Britanniques trouvèrent également des recherches sur les ailes en flèche, les ailes delta, les ailes à géométrie variable, des technologies qui ne sont devenues courantes que des décennies plus tard. Les Allemands avaient des modèles théoriques, des tests en soufflerie, des prototypes. Il devint clair, l'Allemagne n'avait pas seulement des années d'avance. Ils étaient sur une voie technologique complètement différente. Et les Britanniques savaient, celui qui contrôlerait cette technologie contrôlerait la prochaine guerre. C'est pourquoi l'opération Chirurgien était si importante. Il ne s'agissait pas seulement d'avions, il s'agissait de l'avenir de la puissance aérienne, l'avenir de la supériorité militaire. Les ingénieurs britanniques prirent chaque détail au sérieux. Ils analysèrent les aménagements du cockpit du Me-262. Les Allemands avaient une conception révolutionnaire. Tous les instruments étaient à hauteur des yeux. Le levier de poussée était positionné de manière intuitive. Les commutateurs étaient disposés de manière logique. Chaque manipulation était optimisée pour la vitesse et l'efficacité.
Les Britanniques copièrent cet aménagement, presque à l'identique. Le Gloucester Meteor reçut un cockpit similaire. Le de Havilland Vampire aussi, jusqu'à aujourd'hui. Les avions de combat modernes suivent ce principe. Les systèmes d'armement furent également analysés. Les canons Mk-108 du Me-262 étaient dévastateurs, mais aussi lourds. Et ils avaient une faible vitesse initiale. Les Britanniques développèrent leur propre canon de 30 mm, plus léger, plus rapide, mais le calibre resta le même, inspiré par les Allemands. La forme aérodynamique du Me-262 fut étudiée de manière particulièrement intensive. Les Allemands avaient parfaitement compris comment minimiser la résistance à l'air, le nez lisse, la forme effilée du fuselage, les interruptions minimales de la surface, tout servait un but, voler plus vite. Les tests en soufflerie britannique confirmèrent le travail allemand. Le Me-262 avait un coefficient de traînée de seulement 0,0270. C'était extrêmement faible. Les avions de combat modernes se situent entre 0,025 et 0,030. Les Allemands avaient déjà atteint des valeurs presque optimales en 1944. Un aérodynamicien britannique, le docteur Reginald Barnwell, déclara plus tard dans une interview « Nous pensions être des leaders en aérodynamique. Puis, nous avons vu le Me-262. Nous étions des élèves. Les Allemands étaient des maîtres. » L'histoire du Me-262 est aussi une histoire d'occasion manquée pour l'Allemagne. Le développement commença en 1938. Le premier prototype vola en 1942. Mais des décisions politiques retardèrent la production. Adolf Hitler insista pour que le Me-262 soit utilisé comme bombardier, pas comme chasseur. Cette décision coûta des mois, peut-être des années. Quand le Me-262 fut finalement utilisé comme chasseur, il était trop tard. L'Allemagne n'avait pas assez de carburant, pas assez de pilotes, pas assez de ressources. Seulement environ 1400 Me-262 furent construits, dont environ 300 virent réellement des combats. Mais ces 300 machines changèrent tout. Elles montrèrent au monde l'avenir appartient à la propulsion à réaction. Les avions à hélice appartenaient au passé. Les Alliés comprirent cela. Immédiatement, après la guerre, une course mondiale à l'armement commença. Pas avec des bombes atomiques, mais avec des avions à réaction. L'Union soviétique captura également des Me-262. Ils copièrent la technologie pour leur MiG-15. Les Américains développèrent le F-86 Sabre. Les deux machines portaient des caractéristiques allemandes. La guerre de Corée devint la première guerre de l'histoire des avions à réaction. MiG-15 contre F-86 Sabre. Les deux machines étaient des enfants du Me-262. Les tactiques, les vitesses, les profils d'altitude, tout était basé sur les leçons de la Seconde Guerre mondiale. Le Me-262 eut une autre influence. Il changea la formation des pilotes. Les avions à réaction volaient différemment des avions à hélice. Ils étaient plus rapides, mais aussi plus lents dans les virages. Le temps de réaction devait être plus court, les décisions plus rapides. Les Allemands développèrent de nouvelles méthodes d'entraînement, des simulateurs, des cours théoriques sur la gestion des turbines. Les Britanniques adoptèrent ces méthodes. La Royal Air Force créa des écoles spéciales pour les avions à réaction, basées sur des concepts allemands. Les pilotes apprenaient à gérer les vitesses élevées. Comment gérer l'énergie en combat aérien? Comment entretenir les turbines? Ces écoles existent encore aujourd'hui, et elles enseignent toujours des principes qui datent de l'ère du Messerschmitt Me-262. La documentation technique du Me-262 remplissait des bibliothèques entières. Les Britanniques traduisirent tout en anglais. Ils distribuèrent les informations aux universités, aux instituts de recherche, aux entreprises aéronautiques. Le savoir fut démocratisé. Toute une génération d'ingénieurs britanniques grandit avec des manuels allemands sur les avions à réaction.
Ils étudièrent les conceptions Messerschmitt comme des étudiants en médecine étudient des atlas d'anatomie. Chaque croquis, chaque calcul, chaque spécification de matériaux. Le résultat, la Grande-Bretagne devint la principale nation aéronautique d'Europe. Londres, Farnborough, Bristol. Ces lieux devinrent des centres de la technologie des jets. Mais les fondations étaient allemandes. L'ironie de l'histoire, le Me-262 était censé permettre à l'Allemagne de gagner la guerre aérienne. Au lieu de cela, il permit aux Alliés de gagner le ciel d'après-guerre. Les vols d'essai britanniques du Me-262 capturés furent méticuleusement documentés. Entre mai et décembre 1945, les pilotes britanniques effectuèrent plus de 200 vols d'essai. Chaque vol fut filmé, chaque manœuvre mesurée, chaque performance comparée. Le test numéro 47, effectué le 18 juin 1945 par le chef d'escadron Roland Bimon, révéla la véritable supériorité de la machine. Bimon pilota le Me-262 contre un Spitfire Mk-14, le modèle allié le plus récent. Le Spitfire avait un moteur plus puissant que les versions précédentes. Il atteignait 720 km/h. Il était considéré comme un modèle de pointe. Le Me-262 le laissa derrière lui comme un objet immobile. Bimon écrivit dans son rapport « J'ai atteint 865 km/h en vol horizontal sans effort. La machine aurait pu faire plus. Le Spitfire n'était même pas visible dans mon rétroviseur. La différence de vitesse n'est pas progressive. Elle est catégorique. » Un autre test examina la maniabilité. L'hypothèse générale était « les avions à réaction sont rapides, mais peu maniables. Les avions à hélice sont plus lents, mais plus agiles. » Le Me-262 réfuta partiellement cette hypothèse. À des altitudes supérieures à 6000 mètres, le Me-262 était étonnamment maniable. Ses ailes en flèche restaient stables, ses gouvernes réagissaient avec précision. À basse vitesse, en dessous de 400 km/h, il perdait en maniabilité. Mais quel pilote volerait volontairement si lentement? Les tactiques allemandes étaient simples, entrer vite, sortir vite, ne jamais ralentir. Ne jamais engager un combat tournoyant. Le Me-262 était un prédateur d'embuscade, pas un boxeur. Il utilisait sa vitesse comme une arme. Et les Britanniques apprirent exactement cela. Le Gloster Meteor F-8, qui entra en service à la fin des années 1940, suivit la même philosophie. La vitesse avant la maniabilité, l'énergie avant les manœuvres. Boom and zoom au lieu de dogfight. Cette tactique domina l'ère des avions à réaction jusqu'aux années 1960. Un autre aspect que les Britanniques étudièrent fut la science des matériaux. Les ingénieurs allemands avaient travaillé avec une extrême pénurie de ressources. L'aluminium était rare, les alliages de haute qualité étaient rares. Malgré cela, ils construisirent une machine qui fonctionnait. Les Britanniques découvrirent, les Allemands utilisaient des composants en acier là où d'autres prenaient de l'aluminium. Ils utilisaient du bois pour les pièces non structurelles. Ils optimisaient chaque composant en termes de poids et de résistance. Cette efficacité était impressionnante. Les scientifiques britanniques des matériaux adaptèrent ces méthodes. Dans les années 1950, la Grande-Bretagne développa de nouveaux alliages, inspirés des solutions de guerre allemandes. Ces alliages sont aujourd'hui la norme dans l'aérospatiale. La technologie des moteurs resta l'héritage le plus important. Le Junker Jumo 004 n'était pas parfait. Il était bruyant. Il consommait beaucoup de carburant. Il avait une courte durée de vie, mais il fonctionnait et c'était révolutionnaire. Les ingénieurs britanniques analysèrent chaque composant du Jumo 004, les aubes du compresseur, la chambre de combustion, le système de refroidissement, les matériaux. Ils comprirent les compromis que les Allemands avaient dû faire et ils apprirent à faire mieux. Le résultat fut le Rolls-Royce Nene.
Un turboréacteur avec une puissance plus élevée et une durée de vie plus longue. Le Néné produisait 2270 kg de poussée, presque le double du Jumo 004. Il fonctionnait pendant 150 heures, 6 fois plus longtemps que l'original allemand. Mais sans le Jumo 004, le Néné n'aurait pas existé. Il en était le fondement. Le général américain Karl Spaatz écrivit dans son journal, après avoir vu un Me-262 capturé, « Dieu merci, ils se battent sur 2 fronts, Dieu merci. » Ils n'avaient pas assez de carburant, Dieu merci. Leur chef était aveugle, car cette machine en pleine production avec suffisamment de ressources aurait rendu le ciel invincible. Spaatz avait raison. Le Me-262 arriva trop tard, mais il n'arriva pas pour rien. Le rapport classifié du ministère britannique de l'air de novembre 1945 était intitulé « Développement allemand des avions à réaction et réponse alliée ». Il comptait plus de 400 pages. Il contenait un passage qui devint plus tard un point de bascule. La technologie allemande des avions à réaction dépasse tout ce que nous avons actuellement, ou que nous pouvons développer dans un avenir proche sans utiliser directement les résultats de leurs recherches. Il est recommandé d'investir toutes les ressources disponibles dans l'analyse et l'adaptation de cette technologie. Cette recommandation fut acceptée, et elle changea fondamentalement l'aviation britannique. L'analyse du Me-262 révéla des détails qui surprirent même les ingénieurs expérimentés. Les Allemands n'avaient pas seulement construit un turboréacteur fonctionnel, ils avaient développé un écosystème complet. Protocole de maintenance, formation des pilotes, manuel tactique, logistique des matériaux. Tout était réfléchi, tout était documenté. Les Britanniques trouvèrent des manuels de formation pour les pilotes de Me-262. Ces documents valaient de l'or. Ils décrivaient comment gérer les pannes de turbine, comment optimiser la vitesse en attaque, comment économiser du carburant, comment utiliser l'armement le plus efficacement possible. Chaque page était une leçon d'excellence tactique. La Royal Air Force traduisit ces manuels directement en anglais. Ils devinrent la base des programmes britanniques d'avions à réaction. Les instructeurs de pilotes étudièrent les méthodes allemandes. Les pilotes d'essai reproduisirent les manœuvres allemandes. Les tacticiens copièrent les formations allemandes. Un aspect particulièrement fascinant était l'approche allemande de la maintenance. Les turbines Jumo 004 étaient sensibles. Elles avaient besoin d'un entretien constant. Les Allemands développèrent un système de maintenance basé sur la maintenance préventive. Chaque composant avait une durée de vie précise. Chaque composant était remplacé selon des intervalles prédéfinis, et non pas seulement en cas de panne, mais avant. Cette philosophie de maintenance préventive a révolutionné l'industrie aéronautique. Les avions modernes utilisent exactement ce système aujourd'hui encore. Les turbines ne sont pas réparées lorsqu'elles tombent en panne. Elles sont remplacées avant qu'elles ne puissent céder. La sécurité par la prévisibilité, cela aussi, a été appris du Me-262. Une autre percée technique fut le système d'alimentation en carburant. Les moteurs à réaction consomment des quantités immenses de carburant. Le Me-262 avait des réservoirs d'une capacité totale de 2570 litres. Le système d'alimentation devait fonctionner sous haute pression, à des températures extrêmes, et en subissant de fortes forces G, les ingénieurs allemands ont développé un système auto-obturant, avec des vannes automatiques et des pompes de secours. Les Britanniques analysèrent ce système à Farnborough. Ils testèrent chaque composant, ils comprirent les principes et ils les adoptèrent. Le Gloster Meteor reçut un système d'alimentation similaire. Plus tard, le Hawker Hunter aussi, et l'English Electric Lightning. Les systèmes de sécurité du Me-262 étaient également remarquables. Les Allemands savaient que les moteurs à réaction pouvaient tomber en panne, soudainement et de façon catastrophique. Ils intégrèrent de multiples redondances,
Si une turbine tombait en panne, la seconde pouvait ramener l'appareil. Si le système hydraulique cédait, il y avait des systèmes manuels de secours. Si les systèmes électriques s'effondraient, les instruments mécaniques continuaient à fonctionner. Cette philosophie, concevoir pour la défaillance, pas pour la perfection, est devenue la norme dans l'aviation civile comme militaire. Chaque avion moderne possède aujourd'hui de multiples redondances dans chaque système, une leçon apprise des conceptions de guerre allemandes. L'impact psychologique du Me-262 sur les pilotes alliés était également bien documenté. Après la guerre, des psychologues britanniques ont interviewé des dizaines de pilotes qui avaient survécu à des rencontres avec le Me-262. Les récits étaient cohérents: choc, incrédulité, sentiment d'impuissance. Un pilote de Spitfire, le flight lieutenant Antoine Dubois, décrivit sa première rencontre ainsi: « J'ai cru que j'hallucinais. Aucun avion ne peut être aussi rapide. J'ai essayé de réagir, mais c'était comme si j'étais immobile. Le Me-262 était là, puis il a disparu, en quelques secondes. Je n'ai survécu que parce que le pilote allemand m'a ignoré. Il chassait les bombardiers. Je n'étais pas une menace. » Ce fut le plus humiliant, être ignoré parce que j'étais insignifiant. Ces témoignages ont été intégrés à la planification tactique. Les Britanniques comprirent: la vitesse change la psychologie. Les avions rapides donnent aux pilotes confiance. Les avions lents créent la peur. La Royal Air Force investit massivement dans les jets rapides, non seulement pour des raisons techniques, mais pour des raisons psychologiques. Le Me-262 enseigna également une leçon importante sur la spécialisation. L'appareil était un intercepteur, construit pour détruire les bombardiers. Il n'était pas polyvalent, il était parfait pour une tâche et médiocre pour les autres. Les Allemands l'acceptèrent. Ils ne construisirent pas une arme polyvalente. Ils construisirent un instrument de précision. Les Britanniques adoptèrent partiellement cette philosophie. L'English Electric Lightning devint un pur intercepteur. Extrêmement rapide, taux de montée élevé, temps d'intervention court, parfait pour la défense, mais rien d'autre. D'autres avions remplissaient d'autres missions. Spécialisation plutôt que compromis. Un aspect sous-estimé du Me-262 était sa robustesse. Malgré sa complexité, il pouvait décoller et atterrir sur des pistes endommagées. Les Allemands savaient que leurs aérodromes seraient bombardés, que les pistes seraient détruites. Les appareils devaient quand même voler. Ils conçurent donc des trains d'atterrissage robustes, des pneus renforcés et des amortisseurs capables de résister à des atterrissages durs. Les ingénieurs britanniques testèrent le Me-262 sur les pires pistes qu'ils purent trouver. L'appareil les maîtrisa toutes. Cette robustesse devint un objectif de conception pour les jets britanniques, surtout pour les appareils destinés à opérer dans des zones de conflit. Le Harrier Jump Jet, développé des décennies plus tard, portait cet ADN, robustesse et flexibilité. Les systèmes électroniques du Me-262 étaient primitifs par rapport aux normes actuelles. Mais pour 1944, ils étaient révolutionnaires. Les Allemands intégrèrent la radiocommunication directement dans le cockpit. Ils développèrent les premiers avertisseurs radars. Ils expérimentèrent avec des systèmes de visée automatique. Ces expériences échouèrent la plupart du temps. Mais elles montrèrent la voie. Les Britanniques virent ces tentatives et en tirèrent des leçons. Après la guerre, la Grande-Bretagne investit massivement dans l'avionique, dans le radar, dans les systèmes de visée et dans la guerre électronique. La Royal Air Force devint un pionnier dans ce domaine. Tout cela basé sur les leçons tirées des prototypes allemands. Le développement du Me-262 coûta à l'Allemagne environ 1,2 milliard de Reichsmark. Une somme énorme pour l'économie de guerre. Plus de 1400 appareils furent construits, dont environ 800 unités opérationnelles. Les autres furent détruits au sol, sabotés ou jamais achevés.
La production eut lieu dans plusieurs usines, principalement à Augsbourg et Regensburg. Plus tard, des usines souterraines furent utilisées pour échapper aux bombardements. Les usines Messerschmitt à Oberammergau produisaient à l'abri des montagnes. Mais les voies de transport étaient vulnérables. De nombreux appareils finis n'atteignirent jamais leurs unités. Les pilotes du Me-262 étaient une élite, des vétérans expérimentés, des hommes comme Adolf Galland, qui avait plus de 100 victoires, Johannes Steinhoff, Heinz Baer. Ils pilotaient le Me-262 avec une précision mortelle. Leur taux de succès était impressionnant. Les Jagdgeschwader équipés de Me-262 réalisèrent plus de 500 victoires confirmées. Et principalement des bombardiers alliés, mais aussi des chasseurs. Le taux de perte du Me-262 était d'environ 100 d'appareils au combat. Un ratio de 5,1. C'était exceptionnel. Mais les chiffres ne gagnèrent pas la guerre. Plus maintenant. L'Allemagne n'avait pas la supériorité aérienne. Pas de ressources. Pas de temps. Le Me-262 était un chef-d'œuvre dans une guerre perdue. Les Britanniques reconnurent le potentiel. Ils virent ce qui aurait pu être. Et ils décidèrent, cela ne nous arrivera plus jamais. Plus jamais nous ne serons techniquement inférieurs. Opération Chirurgien n'était que le début. Les Britanniques lancèrent d'autres programmes. Opération Matchbox sécurisa la recherche allemande sur les missiles. Opération Backfire étudia les fusées V2. Opération Paperclip emmena des scientifiques allemands en Angleterre et en Amérique. Le Me-262 faisait partie d'un tableau plus large. L'Allemagne avait investi dans la technologie pendant la guerre comme aucune autre nation. Avions à réaction, missiles, systèmes de visée infrarouge, appareils de vision nocturne, missiles guidés. Certaines de ces technologies avaient des décennies d'avance. Les Alliés récupérèrent tout et ils l'utilisèrent. Dans les années 1950, toutes les grandes puissances aériennes utilisaient des avions à réaction. Les États-Unis avaient le F-86 Sabre. L'Union soviétique avait le Mi-G15. La Grande-Bretagne avait le Hawker Hunter. La France, elle aussi, a développé des avions, comme le Dassault Mystère. Tous portaient en eux l'empreinte génétique du Me-262. Les ailes en flèche sont devenues la norme. Le positionnement des réacteurs sous ou à côté du fuselage, une convention. La conception du cockpit suivait les principes allemands. L'armement avec des canons et des roquettes est devenu universel. La guerre de Corée a mis en évidence l'efficacité de ces conceptions. Le MiG-15 et le F-86 Sabre étaient à égalité. Tous deux étaient rapides. Tous deux étaient mortels. Les compétences des pilotes ont décidé des combats, et non plus la technologie. C'était nouveau. Auparavant, il existait souvent une supériorité technique claire. Désormais, il y avait parité. Et cette parité reposait sur la recherche allemande. Le Me-262 a également influencé l'aviation civile. Après la guerre, les compagnies aériennes recherchèrent des machines plus rapides, les avions à hélice étaient lents. La propulsion à réaction était l'avenir. Le de Havilland Comet fut le premier avion de ligne à réaction. Il vola en 1952. Sa conception montrait des parallèles clairs avec le Mi-262. Un fuselage lisse, des ailes en flèche, des réacteurs intégrés aux ailes. Le Comet a révolutionné le transport de passagers. Plus tard, sont arrivés le Boeing 707 et le Douglas DC-8. Ces deux avions utilisaient la technologie des turbines, basée sur la recherche allemande. Toute l'industrie aéronautique moderne repose sur ces fondations. Aujourd'hui, des millions de personnes volent quotidiennement dans des avions à réaction. Chacun de ces avions porte un héritage du Me-262, les turbines, l'aérodynamique, les matériaux. Tout commence dans les années 1940, en Allemagne. Dans des conditions de guerre, la documentation technique du Me-262
est aujourd'hui accessible au public, dans les musées, dans les archives, dans les bases de données numériques. Les étudiants en ingénierie étudient encore ces documents. Ils apprennent des solutions allemandes pour des problèmes extrêmes. Certains Me-262 existent encore, en tant que pièces de musée, aux États-Unis, en Allemagne. Au Royaume-Uni, une réplique fonctionnelle vole même lors de meetings aériens, équipée de turbines modernes, mais fidèle à la conception originale. Chaque fois que cette machine démarre, elle rappelle une époque où les ingénieurs rendaient l'impossible possible, où la brillance technique naissait dans des conditions extrêmes, où une idée changeait l'avenir. Le Me-262 était plus qu'un engin de guerre, c'était un catalyseur. Il a forcé le monde à repenser. Il a montré que la vitesse change tout, que les nouvelles technologies brisent les anciennes règles, que l'innovation est décisive. Les Britanniques ont été les premiers à comprendre cela. Ils ont agi rapidement. Ils ont sécurisé les connaissances. Ils ont adapté la technologie. Ils ont construit sur cette base. Sans cette décision, l'aviation britannique serait différente aujourd'hui. Peut-être que Rolls-Royce ne serait pas le géant des turbines. Qu'il est aujourd'hui, peut-être que les chasseurs britanniques des années 1950 auraient été de second ordre, peut-être que la Royal Air Force aurait perdu son rôle de leader, mais cela ne s'est pas produit parce que les ingénieurs britanniques étaient assez intelligents pour apprendre, des meilleurs, même si ces meilleurs étaient des ennemis. C'est la véritable leçon du Me-262. La technologie ne connaît pas de frontières. Le savoir est universel. Les bonnes idées finissent par s'imposer, peu importe d'où elles viennent. Le Messerschmitt, Me-262, n'a volé activement que pendant quelques mois, aux mains de la Luftwaffe, mais son ombre a traversé des décennies. Ses principes vivent encore, dans chaque avion de combat moderne, dans chaque avion de ligne, dans chaque turboréacteur. La machine était censée sauver l'Allemagne. Elle ne l'a pas fait, mais elle a sauvé quelque chose d'autre. Elle a sauvé le concept du progrès technologique. Elle a prouvé que l'innovation radicale est possible, même sous pression, même sans ressources, même au bord de la défaite. Les ingénieurs britanniques, qui ont examiné les premiers Me-262 en 1945, savaient qu'ils tenaient de l'avenir entre leurs mains, et ils construiraient cet avenir avec le savoir allemand, avec la précision britannique, avec la détermination alliée. Nous voyons le résultat. Aujourd'hui, dans le ciel, à chaque instant, partout, des réacteurs rugissent au-dessus de nos têtes. Ils relient des continents, ils défendent des nations, ils définissent l'aviation moderne. Et tout a commencé avec une ombre argentée au-dessus de l'Allemagne. En 1944, 14h32, 7600 mètres d'altitude. Une machine, sans hélice, une idée, sans frontières, un héritage, sans fin. C'est l'histoire qui ne figure pas dans les manuels scolaires. L'histoire de la façon dont un chasseur à réaction allemand a changé l'aviation britannique à jamais. Comment les ennemis sont devenus des professeurs, comment la technologie a surmonté les frontières et comment une machine qui n'a pas gagné la guerre a façonné la paix. Si cette histoire technique vous a passionné, laissez un commentaire. Dites-nous, quel avion allemand vous impressionne le plus? Avez-vous des histoires de famille? De cette époque, nous lisons chaque commentaire, et si vous voulez entendre d'autres histoires de ce genre, sur la technologie allemande qui a changé le monde, abonnez-vous à cette chaîne, car il y a encore tellement d'histoires à raconter, de chars, de sous-marins, de systèmes d'armes, d'ingénieurs. L'histoire est pleine de surprises. Le Me-262 n'en est qu'une, mais c'est la plus importante, car elle a montré au monde que l'avenir est plus rapide,
Que vous ne le pensez, et que celui qui n'apprend pas est laissé pour compte. Les Britanniques ont appris. Ils ont appris vite, ils ont appris bien, et ils ont construit une nation aéronautique. Sur ce savoir, c'est le véritable héritage du Messerschmitt Me 262, non pas la destruction, mais la création, non pas la guerre, mais le progrès, non pas la défaite, mais l'inspiration, une machine, en acier et en aluminium, construite sous les bombes, pilotée par des hommes désespérés, dans une guerre perdue, mais leurs idées ont survécu, leurs principes se sont répandus, leur influence a grandi, et aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, chaque avion à réaction vole avec son esprit. C'est l'ingénierie, c'est l'innovation, c'est l'héritage du Me 262, ombre argentée au-dessus de l'Allemagne, héritage doré pour le monde.